Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette première chronique des barbaries de 2025. Il y a eu plusieurs mercredis de l'espoir, mais c'est la première chronique des barbaries qui m'a été suggérée, je dirais, par les événements de la semaine dernière et de cette semaine. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, donc 18 février 2025? Eh bien, d'un sujet justement qui me tient à cœur, c'est qui me saute aux yeux. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, mais c'est le fait de la destruction de la France. C'est vraiment quelque chose, je pense, dont il faut avoir conscience aujourd'hui, car c'est vraiment leur objectif, aussi bizarre que cela puisse paraître de la part de ces dirigeants ou candidats dirigeants. Leur objectif est bel et bien de détruire la France, et nous allons, cette semaine dernière, je dirais, on a offert une illustration tellement importante. En sous-titre, je dirais, je, je, je souligne le fait vraiment de ne pas se fier à ce que disent ces personnes, mais à ce qu'ils font. Parce que seuls les actes, en définitive, comptent. Alors, je dirais que avant de commencer, je dirais comme à l'accoutumée, j'ai essayé de trouver une citation qui serait appropriée aux propos d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé celle-ci de Jean Jaurès qui me paraît tout à fait pertinente. Peut-être une résonance un petit peu différente, mais je pense qu'elle est tellement juste. J'aurais pu peut-être aussi citer Simone Veil, qui parle souvent de la patrie, de la nation, justement, et de l'internationalisme, et qui ne sont pas des choses qui s'opposent, au contraire. Internationalisme. Internationalisme, c'est pas mondialisme. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie. Beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l'international. Beaucoup de patriotisme y ramène. Qu'est-ce que cela veut dire? Un peu d'internationalisme, ça veut dire qu'au fond, on n'a pas, je dirais, cet amour de l'humanité et de l'homme au fond de son cœur. Et donc, du coup, c'est un amour de l'humanité de pacotille. C'est ça le peu d'internationalisme. Le peu de patriotisme aussi, c'est un patriotisme étriqué, chauvin, replié sur lui-même. Donc, alors que beaucoup d'internationalisme, ou beaucoup de patriotisme, et le patriotisme au sens véritable, c'est-à-dire l'amour de son peuple, ou l'amour alors à des degrés différents, puisque évidemment, on aime plus ceux qui sont ses proches que ceux qui sont éloignés. Hein, c'est simplement notre nature humaine qui est ainsi, même notre nature même d'être vivant, hein, qui veut cela, et donc c'est tout à fait naturel. Donc, mais beaucoup nous y ramènent justement parce que c'est vraiment quelque chose qui nous porte et qui nous transcende. Donc voilà, je pense que c'est un message très très important justement d'avoir en tête pour ces gens qui veulent détruire notre nation, qui veulent détruire notre patrie, qui est la France. Donc voici ces 5 même sinistres personnages. Macron, avec sa vidéo avec intelligence artificielle transgressive, que je vous montrerai, dont je vais vous montrer un extrait dès maintenant d'ailleurs, pourquoi pas, puisque c'est vraiment tout à fait éclairant, éclatant ce que signifie
le fond de ce personnage. Et après, je commenterai ce sujet. Alors, donc je vais basculer, je vais passer cette scène-là, voilà, donc c'est l'interview qu'il a donnée. Risque important, la manipulation, l'usurpation d'identité, les escroqueries. Vous avez publié aujourd'hui une vidéo. Après, je commente. Ah, excusez-moi, parce qu'effectivement, j'ai un petit peu... Voilà. Petit problème technique. Vidéo de vous. Pour le montrer. Alors, on va en voir quelques images. Palki, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Le président de la République a posté cela aujourd'hui. Finalement, c'est l'intelligence artificielle qui a utilisé son image depuis quelque temps. Il en a fait une compilation. Il les propose. Alors, ça peut faire sourire, mais ça ne fait pas que sourire uniquement. Ensuite, tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture apparente. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. On aime la Ça n'est bagarre. pas drôle sans quoi. Est-ce que cela vous embête? Vous l'avez posté aujourd'hui. Parce que c'était aussi à lancer le débat. Mais ça, c'est ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Avec... Donc voilà, hein, c'est ce qui a été posté sur le site de l'Élysée. En amont de cette émission, c'est ce que dit Delahousse qui interviewerait Macron. C'est-à-dire l'image que véhicule ce président de la République, en tout cas il en occupe la fonction, mais il l'incarne bien mal. Parce que, au fond, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a détruit la fonction présidentielle. Et je dirais que détruire la fonction présidentielle, bon, je peux vous remettre également un des extraits, l'image que vous voyez ici, avec ses cheveux. Bon, c'est une parodie, mais qu'est-ce que ça veut dire quand le président de la République se parodie lui-même? Imaginez-vous De Gaulle, Pompidou, Mitterrand se livrer à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au lieu quand on occupe cette fonction de président de la République, qui est quand même le cœur de la Ve République, donc je dis qu'elle est morte et c'en est une démonstration de plus que cette Ve République est morte, c'est qu'il détruit la fonction présidentielle. Et la fonction présidentielle en France, aujourd'hui, c'est quand même l'incarnation de la France. Le président de la République incarne la France. Et le fait qu'il ait transgressé cela de cette manière montre qu'il y a une véritable volonté de démolir ce qu'est la France en tant que telle. Et d'ailleurs, bon, tout le reste de sa politique va dans ce sens-là. La création de la région commune avec l'Allemagne, qui est l'Alsace aujourd'hui, donc qui n'est plus tout à fait française. Quand même, il y a quand même beaucoup de sang versé pour cette région. Et puis toute cette délégation à l'Union européenne, à Ursula von der Leyen, qu'il accompagne. Il va en visite en Chine, il accompagne Ursula von der Leyen. Quelle légitimité a-t-elle dans une visite entre la France et la Chine, etc., etc. On pourrait dérouler toutes ces actions où en fait il dévalorise complètement pour notre pays, pour le transférer justement toute la souveraineté à une Europe, une Union européenne qui en plus est évanescente, même si elle est plutôt dictatoriale. Autre illustration, je dirais, c'est Macron le va-t-en-guerre en Ukraine, qui, donc là, au moment où des négociations autour de la paix peuvent s'engager, eh bien, lui, il fait la réunion de la guerre qu'il a organisée hier en urgence à Paris, avec tout un tas, encore la Ursula von der Leyen, et un certain nombre d'autres pays, mais pas tous les pays de l'Union européenne, ni même tous les pays qui sont membres de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a un deux poids, deux mesures en plus, c'est très maladroit au niveau diplomatique. Et puis il y a aussi cette présence de Starmer qui ne fait même plus partie de l'Union européenne, donc le Premier ministre britannique, qui est un socialiste travailliste, alors du même tonneau que Hollande, aussi bête que Hollande. Et il y a vraiment, et je vous rappelle aussi que Macron, il est issu quand même de cette famille politique, il était ministre de François Hollande, membre du Parti Socialiste quand même.
il y a quand même une longue histoire du Parti socialiste et de la guerre. Hein. Le Parti socialiste, c'est le parti de la guerre. La guerre d'Algérie, par exemple, c'est le Parti socialiste qui l'a déclenchée. Il y a vraiment une filiation, une volonté de ces gens de nous emmener dans des aventures guerrières qui est récurrente et qui n'a rien d'un accident. Hein. C'est véritablement des roues de secours de ce système et de façon récurrente. Et donc il essaye de sauver quelque chose parce qu'il voit que le monde bouge et que Trump il fait pas exactement la même politique que ce que faisait Biden, que ce que souhaitait l'oligarchie mondialisée justement et pas internationale. Donc là on se retrouve effectivement, il se retrouve piégé, hein, parce que voilà, ces gens-là c'est des citoyens du monde, alors que ça n'existe pas, citoyens du monde, il n'y a pas d'entité politique qui s'appelle le monde, hein, il n'y a que les Nations Unies éventuellement. Qui pourrait être ça, mais il n'y a pas de citoyenneté des Nations Unies. Donc ça ne veut absolument rien dire. Hein, donc c'est de la destruction pour détruire. Bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Voilà donc pour ce premier personnage, je dirais que c'est le plus évident de cela. Le deuxième, bah, celui qui a tenu lieu de ministre de l'économie pendant quand même 7 ans, Bruno Le Maire, qui n'était pas bon en mathématiques, hein, il l'a dit lui-même dans une émission, je ne suis pas très bon en mathématiques, pas très bon en calcul, c'est quand même ennuyé pour quelqu'un qui est quand même ministre de l'économie et des finances, bon, et qui nous a mis dans une situation terrible, hein, mais ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas un hasard, hein. Et puis, Attal, donc le Premier ministre, dernier Premier ministre avec Bruno Le Maire sous sa coupe, qui a été justement auditionné par la Commission des finances, qui actuellement essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il y a un déficit aussi important, et qu'on ne s'est pas aperçu qu'il y a eu un dérapage entre le budget et ce qui est réalisé. Hein. Je crois qu'on est à 6,1 ou 6,2% d'écart, ce qui est gigantesque, quoi. Et donc, du PIB. Hein. Donc on est, c'est tout à fait un dérapage incroyable. Et, mais ce que je souhaite dire là, c'est que ce sont des dérives, des déficits qui sont voulus. Qui ne sont pas, absolument pas des choses qui sont des accidents simplement par incompétence. Même si la compétence de Le Maire, je la mets sans doute en doute, et puis celle d'un gamin comme Attal peut aussi être questionnée, surtout à un poste de Premier ministre. Hein. Le quoi qu'il en coûte, par exemple. Quoi qu'il en coûte, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi qu'il en coûte, ça veut dire c'est open bar, on va faire plonger la dette de façon considérable, puis on s'en fiche, quoi. Je pense que c'est tout à fait clair qu'il y a une volonté de creuser les déficits. Et pourquoi ça, justement? Et d'ailleurs, Attal, dans son audition à l'Assemblée nationale, vous trouverez tous les liens des vidéos hein, sur le site de 1P6R, sur la page dédiée à cette émission. C'est que tout d'abord, déjà il est assez arrogant dans ses réponses à la commission, à l'Assemblée nationale, de commission des finances, qui est toujours en cours. Hein. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'Alexis Kohler, bras droit de Macron, a refusé de se présenter à la commission des finances pour s'expliquer sur l'origine du déficit. Voilà. C'est tout permis, quoi. C'est-à-dire, or que tout citoyen, à partir du moment où il est convoqué par une commission de l'Assemblée nationale, se doit d'assister justement le travail de nos représentants. Alors, revenons à Attal. Qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? En s'en félicitant, hein. Il se targue en disant « Mais nous, on a réussi à supprimer la taxe d'habitation. » Donc voilà, des ressources de recettes quand même extrêmement importantes, et un des impôts, je dirais, le plus légitime, puisqu'on en voit généralement justement les résultats concrets dans sa ville, suppression de la taxe d'habitation, et donc suppression de ressources importantes pour les collectivités locales. Et un peu plus loin, 2 jours dans la même audition, qui a duré 2 heures et quelques, je crois, enfin, je sais plus, mais enfin, bon, près de 2 heures, ou plus de 2 heures,
il dit « Ah oui, mais alors, le problème, c'est que c'est pas nous, le gouvernement, s'il y a eu des dérapages dans les comptes, c'est la faute des collectivités locales. » Non mais, comment on peut se moquer ainsi de la représentation nationale? Parce que le lien entre la suppression de la taxe d'habitation et le déficit et le recours à la dette des collectivités locales, il est évident. Il est patent. Enfin, et donc, ils se vantent des deux. C'est-à-dire, ils se vantent à la fois d'avoir supprimé la taxe d'habitation et de dire « Ah ben non, mais c'est pas nous, c'est les collectivités locales. » Or que, moi j'ai travaillé pour ce qui s'appelait à l'époque la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Les collectivités locales, c'est pas du tout opaque, hein, c'est le Trésor public qui gère ça, qui sait au fur et à mesure toute l'année où on en est des dépenses de toutes les collectivités locales, hein, et des emprunts qui sont effectués et tout ça. Donc, il peut dire que c'est les collectivités locales, mais ça, même si c'est le cas, hein, même si c'est le cas puisqu'il les a mis dans des situations impossibles, mais dans la réalité, ils ont les indicateurs en temps réel, ils peuvent voir très rapidement ce qu'il en est des comptes des collectivités locales. Pas du tout, on pourrait croire, bah oui, mais ça on ne sait pas parce que les collectivités locales n'ont pas fourni leurs comptes. C'est faux. C'est la DGCP, et moi j'ai travaillé sur le logiciel précis qui s'occupe de ça, qui s'appelle Helios. Donc, qui gère ça. Et donc le gouvernement peut être parfaitement tout à fait au courant des éventuelles dérives et donc réagir en disant bah non, attendez, on ferme les robinets, etc. Ils peuvent réagir en temps réel. Donc ils se moquent réellement du nom, ils se moquent de la représentation nationale. Voilà les faits. Voilà, c'est des faits, c'est pas des paroles. Parce que tous ces gens-là, ils sont forts en paroles. Macron, il est capable de dire tout et son contraire et de faire croire qu'il fait quelque chose. Mais c'est faux. C'est faux. Ce sont des gens qui sont juste des internationalistes, hein, des agents d'une oligarchie mondiale. Colère, par exemple, sa mère, par exemple, elle est membre conseiller de Macron, là, directeur de cabinet. Sa mère, elle est actionnaire de MSC, par exemple. MSC Croisière, vous savez, la grande multinationale de croisière italienne. Vous voyez, les connexions, elles sont comme ça. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'ont plus de patrie. Hein. Donc, pour eux, que ça disparaisse, ils s'en fichent complètement. Au contraire, ce sont que des entraves. Et puis, ces déficits, ces trous, ça met l'État à la merci des financiers. Les financiers, bah, ce sont les gens qui les emploient. Macron, c'est un banquier, hein, donc c'est eux parce que comme c'est plus la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne qui émet les emprunts, c'est auprès des marchés financiers que c'est émis ces dettes. Hein. Donc évidemment, donc à la merci des financiers et à la merci de l'UE avec la règle notamment des 3% du budget qu'il faut respecter, etc. C'est-à-dire nous priver complètement de notre souveraineté, de vider la France en effectif de ses capacités dans tous les domaines. Voilà, ils détruisent effectivement notre pays. Et c'est pas une politique qui est liée simplement à Macron, à Attal, à Maire, c'était déjà le cas sous Hollande. Sous Hollande et de ses prédécesseurs, le CICE. Le CICE, c'était 40 milliards de recettes perdues en 2019. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 40 milliards. C'est gigantesque dans le budget de la nation. Alors, ça a été supprimé, mais ils l'ont remplacé par autre chose qui revient à peu près au même. Et surtout, donc non seulement pour l'État, mais également pour la sécurité sociale. Et nous allons y revenir pour le prochain, le Édouard Philippe, là. Surtout pour la sécurité sociale, pour dire « Ah ben non, mais c'est un modèle qui ne marche pas, vous voyez, c'est en déficit permanent, on n'arrive pas à le financer, etc. » Alors que ça a fonctionné très bien pendant plus de 50 ans. Hein. Et pas simplement pendant les 30 Glorieuses, hein, y compris dans les années 80, ça fonctionnait également. Hein. 70 et 80. Venons-en au troisième, l'européiste fou, Édouard Philippe, qui, et je vous trouverai également la vidéo et la vidéo d'une interview sur le site, sur la page dédiée à cette émission qui sera publiée demain, le congrès d'Horizon du 26 janvier 2025 à Bordeaux.
Donc lui, il se positionne pour la présidentielle en 2027, très clairement. C'est lui qui veut remplacer Macron. Il a toutes les chances d'être élu, hein, puisque, et nous verrons, c'est le 4e qui le permet, il a toutes les chances, effectivement, d'y parvenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut un projet massif, changer assez profondément le modèle social. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de ce personnage? Ça veut dire destruction de la sécurité sociale. C'est-à-dire de ce qui fait aussi la France, issue de la libération, issue du CNR, issue de cette alliance, que moi j'appelle de mes voeux, entre la gauche, le Parti communiste à l'époque, et la petite bourgeoisie nationale, incarnée par le général de Gaulle. Voilà ce qu'il veut détruire, c'est-à-dire des figures essentielles de ce qui fonde notre nation, notre pays et notre mode de vie, je dirais. Hein, parce que si on peut aller aux États-Unis pour voir si vous pouvez vous faire soigner, faut payer à chaque fois. Hein. C'est pas du tout la même histoire. Hein. C'est des assurances privées, et si vous avez dépassé le plafond, etc., ben c'est fini, ils vont plus vous couvrir. Hein. Enfin, vous voyez, on est dans le modèle des assurances. Hein. D'accord ? C'est pas du tout la sécurité sociale où chacun cotise en fonction de ses capacités, mais reçoit en fonction de ses besoins. Donc à Bordeaux, d'ailleurs il commence par cela, une de ses phrases où il dit, il commence « repenser la sécurité sociale ». C'est-à-dire c'est le projet de Kessler, hein, qu'il avait énoncé, l'ancien dirigeant du MEDEF et du CNPF, qui disait ce qu'il nous faut c'est détruire justement tout ce qui a été mis en place à la Libération. Et un autre fait pour alimenter ça, hein, c'est la réforme des retraites qui a été adoptée là, qui a été adoptée sous Borne, mais celui qui l'avait construit, qui l'avait élaboré, qui avait été mis entre parenthèses à l'époque du Covid, d'ailleurs il s'est un petit peu carapaté, hein, justement pour pas être trop abîmé et pas être trop touché par ce truc-là, le Édouard Philippe là. Eh bien, c'est lui en fait l'architecte de la réforme des retraites qui s'applique aujourd'hui et que Bayrou et tous les autres sont tous bien d'accord pour que ça continue dans cette veine-là. Hein. Alors que il y a de problèmes de financement, il n'y en a pas véritablement hein, jusqu'ici. C'est ce que a montré le COR, justement, le Conseil d'orientation des retraites, qui en fait jugeait cette réforme inutile. Que dit-il d'autre encore? Et voilà, ça c'est encore un fait. Donc là, les intentions de ce personnage, il est d'autant plus dangereux qu'il est plus sérieux, je dirais, que Macron. Enfin, parce que Macron, il fait un peu parfois n'importe quoi, parce que ça se voit, quoi. Enfin, là, l'image sur le site de l'Élysée, voilà. Enfin, le fait que c'est un décadent, un transgressif, il le cache pas, si vous voulez, quoi. Hein. Ça saute aux yeux. Et puis il parle également de faire l'union nationale la plus large possible. Alors il dit, bon, avec LFI, sans doute pas, sans l'exclure complètement, et nous allons voir qu'en fait il n'a peut-être pas tout à fait tort, sans doute, hein, parce que sur la réforme de retraite, chacun a joué cette petite partition. Mais en tout cas, par contre, ça, ce qu'il exclut, c'est avec le RN, évidemment. Hein, qui est quand même le premier parti de France, malgré tout, dans les urnes, c'est quand même la majorité des partisans, des gens qui sont en France aujourd'hui, c'est quand même sur le RN. Mais là, surtout pas. Hein. Et qu'est-ce qu'il constate? Parce que lui, c'est un européiste également, vraiment très militant, et il l'avait déjà dit dans un congrès de son organisation il y a quelque temps déjà. Il dit l'Europe est à l'arrêt. Elle n'avance pas assez vite. Donc l'Europe qui est délétère, on voit bien qu'en fait c'est l'Europe de la guerre, l'Europe de la désindustrialisation, l'Europe de la perte des libertés, eh bien ils trouvent qu'on ne va pas assez loin. C'est un peu comme dans le malade imaginaire, il faut continuer, le traitement ne marche pas, il faut renforcer le traitement. Hein, c'est le même. Non mais c'est des gens qui... donc là, accélérer l'Europe, ça veut dire accélérer la dissolution, la destruction de notre pays. Ça, c'est la réalité. C'est rien d'autre. Voilà pour, je dirais, les plus évidents. Mais il y en a un autre aussi qui a parlé il n'y a pas longtemps, là. C'est Mélenchon. Il a fait 2 discours à Toulouse. 2 discours dans lesquels
il révèle, je dirais, sa véritable nature néofasciste. Je pèse mes mots quand je dis ça, sa véritable nature néofasciste, puisqu'il dit notamment « Les Français de souche, c'est terminé », notamment, hein, citation. Vous trouverez également les liens vers ces vidéos, mais on est quasiment, franchement, il y a des passages, on est quasiment à un appel au génocide lors du discours à Toulouse, à l'université, devant un amphithéâtre, dans une université à Toulouse, hein, en février là, 2025. Hein. Et sans rappeler, mais je laisse cette vidéo, c'est une vidéo assez ancienne où il montrait sa haine, mais vraiment sa haine des Français, justement, des Français du peuple ordinaire. Mais peut-être je la montrerai, peut-être je la montrerai parce qu'elle est incroyable. Oui, c'est réellement un néofasciste. Lui, c'est un vrai raciste, hein. Vraiment un vrai raciste, mais un raciste des Français. Et d'ailleurs, on va passer également un enregistrement d'un des passages de son discours. Quartier populaire en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. C'est là que naîtront vos enfants. C'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà. Édifiant, non? C'est-à-dire que là, on est passé justement de la négation du changement de peuple, certains appellent ça le grand remplacement. Donc, non, ça n'existe pas, c'est un fantasme des gens d'extrême droite. Ah, maintenant on pense, maintenant qu'on ne peut plus nier l'évidence de la réalité, eh bien on dit maintenant, bah non, c'est la promotion et il faut accélérer, il faut aller, il faut y aller, il faut accélérer ce grand remplacement et ce changement de peuple et s'approprier tout. Il dit d'aller dans les campagnes, etc. Je vous dis, on n'est pas loin de s'imposer dans les campagnes pour les nouveaux arrivants, pour les migrants, et donc de coloniser en définitive la France. Si ça, ce n'est pas une destruction du pays, destruction de la nation, destruction de la patrie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et vraiment, il y a un fond de haine, de racisme, de fascisme en lui qui se révèle. Alors, certes, dans ces vidéos, alors c'est un beau parleur, il y a des paroles séduisantes, mais dans les faits, dans la réalité, parce qu'il parle aussi de 6ème République, comme je peux le faire, d'en parler, mais lui il ne dit pas, j'aimerais ce que c'est sa 6ème République, c'est pas pour rien s'il ne dit pas ce qu'il veut mettre comme 6ème République. Alors que nous, on joue carte sur table, la Constitution qu'on propose, elle a un modèle de société, elle est écrite, noir sur blanc, vous tout l'avez trouvé sur le site, elle a d'ailleurs été présentée lors de la dernière émission, mercredi, de l'Espoir. Les faits, c'est que, il a beau être un beau parleur, de dire oui, demain, vous allez voir, ça va être formidable, des paroles séduisantes, etc. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Il appelle toujours à rallier à l'oligarchie, il appelle toujours à voter Macron, il appelle toujours à voter Attal, il appelle toujours à voter Borne. C'est grâce à lui que ces gens-là ont été élus et réélus. C'est un membre de l'oligarchie, c'est de la fausse opposition, c'est d'opposition contrôlée. D'ailleurs, il s'est vanté aussi d'être membre de la franc-maçonnerie. Bon, hein, donc je dirais, il y a certainement pas dans des petites loges, et donc j'imagine que c'est dans ces lieux-là que se distribuent les rôles, justement, entre les membres de l'oligarchie. Et pour les retraites, bah, prenons l'exemple également des retraites, où il y a eu toute une mascarade, je dirais, d'opposition, alors qu'on savait d'avance, dès le départ, que ce qui était montré par Borne serait adopté. Donc en fait, on a fait perdre son temps au peuple. C'est ça la réalité. Et si on voulait vraiment renverser cette oligarchie, ben on ferait l'alliance. Là, on ferait l'alliance qu'a su faire le Parti communiste
avec De Gaulle et De Gaulle avec le Parti communiste. C'est-à-dire des gens vraiment à droite et des gens vraiment à gauche. Et là, ils ont vraiment battu la barbarie. Faudra-t-il que nous ayons à fond dans la barbarie pour que, enfin, les gens de peuple se rendent compte de ces arnaqueurs, de ces beaux parleurs qui vous promettent toujours des lendemains qui chantent, mais qui ne font dans la réalité rien que de faire perpétuer ce système. Et puis je voudrais citer également dans cette optique, puisque Bertolt Brecht, en 1953, qui, donc, sur la politique menée en RDA, donc en Allemagne de l'Est, la politique donc du Parti communiste en 1953, parce qu'il y avait de l'agitation sociale. Et qu'est-ce qu'il disait? En gros, la même chose. Qu'il reprochait. Donc c'était ironique dans sa bouche, évidemment. Puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. J'aurais peut-être pu mettre également cette citation en exergue tout au début à la place de celle de Jean Jaurès, puisque le peuple vote contre le gouvernement, comme le peuple a su voter contre cette Union européenne et ce traité constitutionnel européen qu'on nous a réintroduit par le traité de Lisbonne, eh bien il faut dissoudre le peuple et ne pas l'écouter, l'ignorer complètement. Et donc on est bien dans cette optique, puisque Mélenchon fait partie également de ce courant de pensée. En tout cas, c'est ce qu'il affiche. Mais bon, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce que je pensais, ce qu'était l'oligarchie, l'aristocratie ouvrière dans une autre chronique des barbaries. Je vous invite à vous y référer. Et puis, bon, je dis ça, vous pouvez vous dire, oui, il dit qu'ils détruisent la France, etc. Mais je ne suis pas le seul à le dire, je ne suis pas le seul à constater. On en a parlé beaucoup. Le vice-président des États-Unis d'Amérique, Vance, qui est venu à Munich, là, et qui a quand même mis les points sur les i de ces européistes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vais leur faire une citation peut-être un petit peu longue, mais elle vaut la peine. La Russie et la Chine ne sont pas les principales menaces pour l'Europe. Le danger se trouve en elle-même. L'Europe va devoir comprendre qu'emprisonner un adversaire n'est pas un moyen admissible de gagner une élection démocratique. L'annulation des élections en Roumanie pour des raisons fantaisistes est un problème global en Europe, qui menace l'Allemagne dans les jours qui viennent. Oui, parce qu'ils parlent également, puisqu'ils ont annulé l'élection d'un président qui ne leur plaisait pas en Roumanie. Donc, on annule l'élection, Conseil constitutionnel, on parle également actuellement du Conseil constitutionnel, donc les juges qui s'autorisent à dicter les lois. Non, mais on n'est plus du tout, il n'y a même plus de semblant de démocratie, quoi. Et donc là, dans les élections, les résultats ne vous plaisent pas. Et ils ont déjà dit qu'en Allemagne, ils envisageaient de faire la même chose si l'AfD était trop haute dans les résultats des élections qui vont se tenir là dans les jours qui viennent. Il poursuit. Ces nouvelles pratiques nous amènent à nous demander si les normes démocratiques élevées que devait suivre l'UE sont toujours en vigueur. Les autorités européennes méprisent de plus en plus l'opinion des électeurs. Si elles ont peur de leurs électeurs, les USA ne les soutiendront pas. Donc ça, c'est quand même assez important. Bon, au-delà de ce que sont les USA par ailleurs, mais quand même. Voilà. Les citoyens de nos pays occidentaux ne se considèrent pas comme des animaux dressés pour qui leurs opinions n'ont pas d'importance. La démocratie est fondée sur le principe selon lequel la voix du peuple doit être entendue et qu'elle ne peut être réduite au silence. C'est bien ce qu'ils essayent de faire. Et ces manipulations du scrutin, par exemple en France,
avec ce qu'ils appellent le cordon sanitaire, ou l'incapacité de créer une alliance, hein, de renverser un petit peu ce système qui est là en place depuis des décennies et des décennies, sans qu'on puisse jamais changer quoi que ce soit. Michel Onfray, il le dit à sa façon, il dit « Ah ben, la seule chose que je peux vous garantir pour l'élection, c'est que à la prochaine élection, ça sera un Maastrichtien qui sera élu. » Voilà. Donc, où est la démocratie? Il n'y a plus de démocratie. C'est toujours les mêmes qui sont élus. Oh, il y a quelques variantes de couleurs, ils n'ont pas la même couleur de cravate, c'est à peu près tout ce qui change. Soyons sérieux. Mais il y a également Viktor Orban, donc le président hongrois, qui est souvent présenté comme un fasciste, or que c'est pas du tout ça. C'est un patriote national, simplement. Sur l'Europe, justement. Parce que c'est pas qu'un phénomène français. Parce que si on veut faire l'Europe, il faut détruire tous les pays, toutes les nations de l'Union européenne. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y avait une tentation à Bruxelles de reconnaître l'indépendance de la Catalogne, justement, pour pouvoir détruire l'Espagne. Bon, l'Espagne a réagi très vite, etc. Ils ont arrêté, mais vous voyez, le projet, il est là, quand même, derrière. Hein. C'est bien leur volonté de détruire la nation et d'avoir que des petites régions, les grandes régions. Par exemple, pourquoi est-ce que Hollande a fait des grandes régions? C'est aussi pour ça. C'est aussi pour qu'ils aient une taille suffisamment grande, mais pas trop grande pour pas pouvoir menacer l'Union européenne. Voilà. Et pire que ça, parce que quelque part, au final, ils arrivent à détruire l'Union, l'idée même d'une Union européenne qui pourrait être haute, qui pourrait être celle des projets, des missions, des choses comme ça. Donc que dit Orban? J'y viens. Les bureaucrates de Bruxelles ont détruit l'Europe. À cause de Bruxelles, l'économie européenne sombre lentement. À cause de Bruxelles, notre argent est envoyé en Ukraine pour une guerre sans espoir. À cause de Bruxelles, l'Europe est envahie par les migrants. Voilà. Et que dit, prolonge Orban, que maintenant Mélenchon prend à son compte après l'avoir nié? L'invasion migratoire n'est pas une théorie du complot, mais une réalité. Toutes les anciennes théories se sont déjà réalisées. Donc voilà, dernière citation, je dirais celle de Dmitri Medvedev, donc ancien président russe et qui est, je ne sais plus quelle fonction il occupe exactement aujourd'hui, mais qui a dit, ces jours derniers, votre démocratie est faible, vos élections sont nulles et vos règles qui violent la moralité humaine fondamentale sont, je cite, merdiques. Et vous n'avez même pas la liberté d'expression. Ah oui, parce que je viens de voir une vidéo de Michel Simès actuellement, là ils réagissent là, contre les complotistes, contre tous les gens qui ont une liberté d'expression. Après, la liberté d'expression, l'avantage c'est qu'on peut contredire et qu'on peut dire bah non, ce que vous dites c'est faux, etc. Puis faire des débats contradictoires. Non, il faut interdire, il faut censurer. Michel Simès, il a dit il faut surtout en censurer, ne surtout pas qu'on puisse entendre ces gens, qu'on puisse entendre un autre discours que la pensée unique. Voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Destruction des nations et destruction même de l'humain en tant que tel, de son esprit critique. Oui, donc, leur objectif est bien et bien de détruire notamment la France, puisque c'est quand même ce qui nous concerne en premier lieu. Donc, et là, vraiment, c'est le message, deuxième message, je veux dire, ne vous fiez pas à ce qu'ils disent. Ce sont des beaux parleurs, ce sont des acteurs professionnels. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Vous fiez pas à ce qu'ils disent, méfiez-vous à ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font, comment ils agissent. Il n'y a que les actes qui comptent. Hein, comme en amour, on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, ben voilà, quelque part, c'est un peu la même chose, je ne sais pas si ça s'applique exactement, mais c'est un peu ça l'idée. Ne vous fiez pas à ce qu'ils disent. Ce sont des professionnels de la rhétorique, des discours et du blabla. J'en ai connu plein des gens comme ça. Et Macron, évidemment, hein, il peut parler pendant des heures, et des heures et des heures, mais des gens comme moi, dans mon histoire, des gens comme Mélenchon, des beaux parleurs comme ça,
qui viennent du trotskisme et d'une branche bien particulière du trotskisme qui est le lambertisme, c'est leur spécialité, les beaux discours, les blabla pour vous embobiner, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, pour vous faire rêver, etc. Mais derrière, la réalité de ce qu'ils font, c'est la défense du système. La réalité, elle est là. Et c'est rien d'autre. Parce que les faits sont ceux-là, et pas autre chose. Voilà. J'en ai terminé sur cette longue diatribe. Je voudrais maintenant prendre un ton un peu plus grave et rendre hommage à une victime des barbaries. Louise avait 11 ans lorsqu'elle a été poignardée, plusieurs fois, jusqu'à la mort, dans un bois, alors qu'elle rentrait chez elle à Épinay-sur-Orge. Le meurtrier de 23 ans qui a avoué ce crime se prénomme Owen. Bien que majeur, son nom n'a pas été révélé. C'est un accro aux jeux en ligne, sur Internet. Louise a été tuée sans raison. L'assassin indique juste s'être énervé suite à une défaite sur le jeu vidéo Fortnite. Les déshumanisations par les addictions sont des barbaries, dont Louise a été une martyre. Oui, toutes ces addictions, que ce soit aux jeux vidéo, que ce soit aux drogues, dont le trafic est soit légal, soit que l'on laisse faire, que l'on promeut et que l'on diffuse. Ça abrutit les gens, ça les fait sortir de leur être naturel. Hein. Même celui qui fume du hashish dit c'est une drogue douce, etc. Mais ça ramollit le cerveau. Ceux qui prennent des cachetons sans arrêt pour être toujours dans un état je vais bien, tout va bien, pour reprendre les expressions de Danny Boone, etc., etc. Et puis ces addictions sur des jeux qui sont abrutissants, qui ne sont pas des jeux, voilà, c'est pas la pétanque, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Où il y a une relation humaine. Vous êtes là toujours à distance, enfermé dans votre chambre. C'est de ça dont était victime la pauvre Louise. C'est ça. Ça, c'est une barbarie parce que c'est une déshumanisation. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Ces addictions, elles sont également voulues. Bien sûr, parce que ça permet d'avoir des gens parfaitement dociles. Voilà, j'en suis arrivé à la fin de cette chronique. Donc, je vous invite à passer à l'initiative, donc à consulter le site viacat.net. Hein, donc, c'est la stratégie, je dirais, un peu internationale d'une perspective la 6e République, puisque c'est un modèle de société, hein, donc qui peut être appliqué en France, mais qui peut être aussi démultiplié à l'international. Direct Agora, ce sont des réunions hebdomadaires, donc tous les lundis soirs à 21 h, voici le lien pour venir y participer, venir discuter avec nous, voire travailler éventuellement, enfin voilà, échanger, et vous êtes le bienvenu. Ce sont des séances ouvertes et qui ne sont pas diffusées sur Internet. Je vous invite également à vous inscrire sur le site 1p6r.org, à commander également et à lire le roman Le but c'est la vie, la métamorphose des moutons. Voilà, c'est un roman qui explique un petit peu où nous en sommes et ce vers quoi nous pourrions tendre justement. Les manifestes émergence également, hein, donc les 3 volets qui sont déjà sortis. Puis je vous rappelle également
finalement l'existence du cercle du renouvellement constitutionnel, de l'association Recours Constitution, deux associations qui sont un petit peu en sommeil en ce moment, mais qui vont être réactivées dans les mois qui viennent, et puis le cercle du renouvellement spirituel, qui lui continue ses travaux sans interruption. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et puis le cercle...